Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Eh bien, bonsoir à toutes et tous et merci d'être venus assez nombreux pour cette rencontre malgré la veille du 8 juin et cette demi-finale de foot. Du 8 mai. Donc, comment ? Du 8 mai. J'ai dit quoi ? 8 juin. Ah oui, 8 mai. Je ne sais pas pourquoi 8 juin. Donc, pour cette rencontre consacrée donc aux États-Unis sous l'administration Trump de l'état de droit remis en cause, sans point d'interrogation, avec notamment donc Ludivine Gilly, docteur en histoire et directrice de l'Observatoire de l'Amérique du Nord de la Fondation, et Jérôme Godefroy Viala, qui est donc docteur en civilisation américaine. Ludivine, tu avais publié il y a 3 ans ou 4 ans, coédité par la Fondation Jean Jaurès et les éditions de l'Aube, La Révolution conservatrice aux États-Unis, et Jérôme chez Dalloz l'année dernière, Les mots de Trump. Donc Ludivine interviendra et proposera un tour d'horizon de l'ensemble des mesures prises par l'administration Trump, et tu développeras surtout les assauts institutionnels contre l'état de droit, le démantèlement des contre-pouvoirs, les attaques vis-à-vis du pouvoir judiciaire, mais également s'interroger sur la place du pouvoir législatif. Et Jérôme, tu t'intéresseras plutôt aux attaques, aux multiples et incessantes attaques contre les libertés, la liberté de la presse, contre les universités, les livres, la science, etc. Et tu t'interrogeras également sur la réécriture de l'histoire, qui est une caractéristique de l'extrême droite au pouvoir. Les intervenants parleront 15 à 20 minutes. Ensuite, je leur poserai 2-3 questions à la suite de leurs interventions. Et ensuite, on prévoira 3 quarts d'heure, 1 heure d'échange donc avec le public. Ludivine, je te cède la parole pour donc 15 à 20 minutes. Je te remercie, Alexandre. Heureuse d'être avec vous ce soir. Pas forcément heureuse de parler de ce sujet-là et du fait qu'il soit d'actualité. Depuis son accession à la Maison-Blanche pour la 2e fois, Donald Trump a pris de très nombreuses mesures, et donc on fait face aux États-Unis actuellement à des attaques en règle contre les droits, contre les libertés, contre les protections face aux discriminations, aux inégalités, à la pauvreté. L'administration Trump et son président ont pris de nombreux décrets, mais ça n'est pas la seule forme que prennent ces actions. Il y a les actions du fameux DOGE, le ministère, supposément, qui s'appelle ministère, qui n'en est pas un, piloté par Elon Musk, qui prend de nombreuses mesures, les différents ministères, les agences. Ce qui est à l'œuvre en ce moment aux États-Unis, c'est un démantèlement de l'État fédéral et des mesures de protection dont bénéficient encore, dans une certaine mesure, les plus vulnérables au sein du pays. On parle de licenciement de fonctionnaires, on parle d'incitation au départ, on a des coupes budgétaires dans les ministères, dans les agences, on a des suppressions d'unités du gouvernement, on a des tentatives de suppression d'agences ou de ministères, on a des suppressions de fonds, que ce soit de fonds fédéraux, que ce soit des programmes financés par l'État fédéral ou des programmes de recherche, là encore avec contribution de l'État fédéral, des assauts contre toute forme de réglementation. Et ces assauts-là touchent toute une série de sujets. Je peux en mentionner quelques-uns, mais ça ne sera pas exhaustif. L'immigration, la santé, les inégalités, la science, les femmes, les personnes LGBT, la culture. Enfin, voilà. Je ne vais pas détailler tout ceci ce soir. Ce serait extrêmement large. Ce qu'il a été décidé d'examiner d'un peu plus près, ce sont des attaques sur un plan un peu plus spécifique, c'est-à-dire les attaques qui touchent l'état de droit. Et rien qu'avec ce sujet-là, Jérôme et moi aurons fort à faire, car les attaques sont nombreuses et le sujet est extrêmement vaste. Pourquoi ? Parce que
Donald Trump et son administration, je tiens à le souligner parce qu'on parle énormément de Donald Trump, évidemment. On parle, alors beaucoup depuis le mois de janvier, un peu moins ces derniers temps, d'Elon Musk, mais ce ne sont pas les deux seuls acteurs de cette initiative et de ces attaques. Elles sont menées par l'ensemble de l'administration. Sinon, elles ne pourraient pas être aussi efficaces. Il y a véritablement une tentative délibérée de dépasser les limites. Les attaques se déroulent à une vitesse fulgurante et notamment de ce fait-là, elles sont difficiles à entraver à la fois par l'opposition, on reviendra dessus, sur les raisons pour lesquelles c'est difficile, et parce que la vitesse de la justice, et qui pourrait également être un frein, n'est pas la même que la vitesse des actions qui sont mises en œuvre. Je commencerai par évoquer l'extension des limites du pouvoir exécutif. L'administration Trump a pris un certain nombre de décrets depuis le 20 janvier qui sont délibérément des décrets pour partie ou pour totalité du contenu de certains d'entre eux illégaux ou inconstitutionnels. Par exemple, un décret qui remet en cause le droit du sol, qui est protégé par la Constitution aux États-Unis, ou encore des décrets qui prévoient des renvois de fonctionnaires fédéraux ou des suppressions de fonds votés par le Congrès. Ces décrets illégaux sont pris avec une intention délibérée. C'est une stratégie de l'administration qui sait très bien que les mesures prises sont illégales, mais qui les prend d'une part pour des raisons politiques, pour pouvoir dire que ces mesures ont été prises, d'autre part pour tester les limites et tenter de les repousser. C'est-à-dire, par exemple, pour le droit du sol, on sait que cette mesure-là va être contestée devant les tribunaux. L'espoir de l'administration Trump, c'est que d'appel en appel, le sujet arrive devant la Cour suprême et que la Cour suprême dise « Ah ben finalement, le droit du sol, la Constitution ne le protège pas littéralement et donc on revient dessus ». Ça, c'est un exemple, mais c'est le processus qui est à l'œuvre sur toutes les mesures prises de manière délibérément inconstitutionnelle ou illégale. Et par ailleurs, un autre aspect de détournement de l'état de droit concernant ces décrets illégaux, c'est que si on prend la question de l'immigration, par exemple, les mesures qui vont être mises en place par l'administration Trump vont être mises en œuvre sans aucun égard pour ce qu'on appelle aux États-Unis le due process, qui est un peu difficile à traduire de manière simple en français, mais le principe, c'est que chaque personne a le droit de se défendre de ce qui lui est reproché avant de subir les conséquences de ses torts éventuels. Et là, ce qui se passe, c'est que pour une personne, par exemple, qui s'appelle Kilmar Abrego Garcia, cette personne-là bénéficiait d'une injonction judiciaire interdisant son expulsion du pays, et pourtant, il est aujourd'hui dans une prison supermax au Salvador. Donc là, on a vraiment un système où l'administration a pris des mesures illégales sans respecter les droits des personnes concernées. C'est juste un exemple, il y en a de très nombreux. Donc ces décrets illégaux, délibérément. Un autre aspect de l'extension des limites du pouvoir présidentiel, c'est le fait que Donald Trump va parfois, par des décrets notamment, s'auto-attribuer des pouvoirs dont il ne dispose pas actuellement. Un exemple, un décret qu'il a pris pour se donner davantage de pouvoir sur les agences fédérales. Donc ça peut s'envisager, en revanche, il s'auto-attribue un pouvoir dont il ne dispose pas, au moment où il se l'auto-attribue. Un autre exemple,
Donald Trump va prendre des mesures en tant que président qui ne sont pas du ressort du président. Alors ça va être par décret ou ça va être des mesures qu'il va demander à ses ministres de prendre, ou que le Doge d'Elon Musk va prendre. Je pense par exemple aux coupes budgétaires ou au gel de financement de programmes fédéraux. Pourquoi est-ce que ça n'est pas du ressort du président ? Eh bien parce que lorsqu'un budget est voté, que des mesures sont approuvées par le Congrès, le président n'a pas le droit de suspendre le versement de ces fonds. Et ça vient d'une loi qui a été votée en 1974 à la suite des abus de Richard Nixon, précisément de cet ordre-là, c'est-à-dire que des mesures avaient été prises, des lois avaient été votées par le Congrès pour attribuer des fonds à tel ou tel projet, et Richard Nixon avait bloqué le versement de ces fonds. Donc depuis cette loi de 1974, c'est interdit. Et pourtant, c'est précisément ce que fait Donald Trump actuellement. C'est ce qu'on appelle the power of the purse, le pouvoir de la bourse, mais la bourse au sens le porte-monnaie. Une fois que des fonds ont été votés par le Congrès, le président ne peut pas les retenir. Un autre exemple, c'est le décret de Donald Trump sur les élections, où il prétend changer un certain nombre de modalités concernant le déroulement des élections aux États-Unis. Ça, le Congrès peut le faire pour les élections fédérales sous certaines conditions, et pour d'autres de ces conditions, seuls les États sont habilités à le faire pour chacun de leur scrutin. Dans tous les cas, ça ne fait pas partie des attributions du président. Et on pourrait continuer également sur les droits de douane, où historiquement le Congrès a délégué un certain nombre de pouvoirs au président en termes de droits de douane, mais la délégation est, dans les États-Unis de Donald Trump, poussée à l'extrême. Après ces éléments concernant l'extension et la tentative de pousser toujours plus loin les limites du pouvoir exécutif, un point sur lequel j'aimerais revenir, ce sont les attaques de l'administration Trump contre les contre-pouvoirs internes. C'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup. C'est pas forcément extrêmement sexy de parler des inspecteurs généraux des agences fédérales, par exemple, ou des ministères. Simplement, c'est important parce que dans une administration, dans un pays où le Congrès, les deux chambres du Congrès sont tenues par un parti, où le président est tenu par ce parti-là également, et de ce parti-là également, et où il a tendance à faire fi des décisions de justice, il est important de disposer de contre-pouvoirs internes qui ont été prévus, justement. C'est le système de poids et contrepoids qui, normalement, est celui des différentes institutions, pouvoir législatif, judiciaire, exécutif, et que l'on retrouve au sein des différentes agences, avec des agences fédérales indépendantes, alors qui dépendent du président, mais dont des collèges de dirigeants sont nommés avec un calendrier spécifique qui est supposé assurer qu'au sein du collège de dirigeants d'une agence fédérale, on va retrouver des membres nommés par différents présidents. De la même manière, aujourd'hui, lorsque Donald Trump a pris ses fonctions, se trouver à la tête, nommés comme inspecteurs généraux dans différentes agences, certains inspecteurs qui avaient été nommés par lui-même lors de son précédent mandat, d'autres qui avaient été nommés par Joe Biden. Et le principe de ces inspecteurs généraux, c'est justement de pouvoir agir comme protecteurs des règles d'éthique, de bonne conduite, contre un pouvoir qui outrepasserait ses limites. Et que fait Donald Trump lors de la première semaine qu'il passe au pouvoir? Il démet de leur fonction 17 inspecteurs généraux. Alors, je n'ai pas noté toute la liste, mais ministère de la Défense, ministère des Affaires étrangères, anciens combattants, ministère de l'Énergie, ministère des Transports, agence de protection de l'environnement, ministère de la Santé.
tous ces inspecteurs généraux ont été démis de leurs fonctions. Une autre fonction du même ordre, qui est encore plus préoccupante, c'est l'OSC, Office of the Special Counsel, qui lui est l'inspecteur général des inspecteurs généraux, si on peut s'exprimer ainsi, c'est-à-dire qu'il est supposé protéger toute forme de lanceur d'alerte au sein de l'État fédéral. Et justement, à la suite des premières mesures de l'administration Trump, il avait commencé à prendre position pour protéger certains fonctionnaires renvoyés de manière arbitraire en disant « Ici, vous avez agi de manière illégale, je vous ordonne de les réintégrer ». Cette personne-là a été renvoyée par Donald Trump. La personne que Donald Trump a nommée à sa place a dit qu'il n'y avait pas de problème avec les décisions prises par l'administration et est revenu sur les protections qui avaient été prises. Donc OSC, mais également toute une série d'instances concernant les relations au travail, donc le NLRB, également pour la protection des travailleurs, la FLRA, mais aussi un organe de protection des fonctionnaires qui s'appelle le MSPB, ou alors une commission qui est supposée garantir, ou en tout cas essayer de s'assurer de conditions d'emploi équitable, l'EEOC. Au sein de toutes ces agences, des personnes sont démises de leurs fonctions, voire on assiste à des tentatives de les vider totalement de leur substance. On peut parler aussi de la FCC, qui réglemente les médias, c'est un peu l'équivalent de l'ARCOM. Elle compte 5 commissaires. 3 étaient républicains, 2 étaient démocrates. Donc les démocrates n'avaient pas le pouvoir de prendre des décisions contraires à l'administration Trump. Pourtant, qu'a fait Donald Trump? Il a renvoyé les 2 commissaires démocrates. Donc les démocrates n'ont même plus la possibilité de savoir ce qui se passe au sein de cette commission désormais. Et c'est une commission qui, Jérôme en parlera peut-être tout à l'heure, a relancé dès son arrivée au pouvoir des enquêtes contre des chaînes d'information qui avait regardé Donald Trump un peu de travers. Donc voilà pour l'élimination des contre-pouvoirs internes. Quelques exemples, mais qui me paraissent assez parlants. Ensuite, on a les actions du fameux DOGE, le pseudo-ministère de l'efficacité gouvernementale, donc qui s'appelle ministère parce que DOGE, c'est Department, mais il n'a pas les attributions d'un ministère. Et c'est justement le problème, c'est qu'en fait, qui est au sein du DOGE, on a des informations venant de la presse sur une partie des personnes qui le constituent. Ces personnes-là, aujourd'hui, ont un pouvoir considérable au sein de l'administration et mettent en œuvre des mesures qui sont appliquées par les différents ministres, les différents responsables d'agences fédérales. Et pourtant, il y a un système, normalement, aux États-Unis, quand on a des postes de ce niveau-là, c'est un système de confirmation par le Congrès. Les ministres ont un pouvoir considérable, mais ils sont confirmés par le Sénat. Ces personnes-là qui prennent des mesures, qui lancent des actions avec effet immédiat, renvoient des fonctionnaires, coupent des financements, vont récupérer des informations dans les systèmes informatiques, n'ont été confirmées par personne. Et ça m'amène, en termes d'information, à la question des conflits d'intérêts. Elon Musk est en charge du DOGE, même si officiellement ça n'est pas lui qui est en charge, c'est bien lui qui pilote les actions. Et on constate, quand on regarde quelles sont les entités qui sont visées par les coupes, par les renvois de fonctionnaires, on en a un certain nombre qui ont eu maille à partir avec Elon Musk. On a les impôts, IRS. On a le CFPB qui protège les consommateurs contre la fraude bancaire. On a l'agence de réglementation de l'aviation. On a le ministère de la Santé. Autant d'entités
qui ont une fonction de supervision de réglementation de Tesla ou de SpaceX ou de Neuralink, ou qui avaient lancé des enquêtes contre Elon Musk. Et par ailleurs, on a eu des informations sur le fait que les membres du Doge ont accès à des informations hautement sensibles, confidentielles et personnelles, notamment les données des systèmes des impôts et les données de ce qu'on appelle Social Security aux États-Unis, qui n'est pas la sécurité sociale, mais qui est le système de retraite. Donc on a ici un mélange des genres avec des choses qui sont mises en œuvre par des personnes qui ne devraient pas avoir autant de pouvoir, et par ailleurs des conflits d'intérêts de la part de ces mêmes personnes. Et ensuite, évidemment, j'en viens à la question de la réticence de l'administration de Donald Trump à accepter les contraintes venant de la justice, puisque de très nombreuses actions, recours devant les tribunaux ont été lancés par des États démocrates, par des associations, par des individus, par des syndicats pour essayer de freiner. Et on a à la fois au sein de l'administration certaines personnes qui ont pris position publiquement en disant que si le pouvoir judiciaire entravait l'action du pouvoir exécutif, ce serait illégal. L'une des personnes qui a eu ce genre de déclaration en public, c'est le vice-président, J.D. Vance. Donc, ça pose une question sur le positionnement de l'administration vis-à-vis de l'un des trois pouvoirs. Par ailleurs, on a déjà des instances, des exemples de situations dans lesquelles, au mieux, l'administration a décidé de faire semblant de ne pas comprendre certaines décisions de la justice. Un exemple, c'est le gel de fonds fédéraux, où le dégel a été ordonné et le dégel n'a pas été effectif et immédiat. Un autre exemple, c'est celui que je mentionnais tout à l'heure, la personne qui a été expulsée vers une prison supermax et qui s'y trouve toujours malgré les demandes en première instance, en appel et de la part de la Cour suprême de tout mettre en œuvre pour le ramener aux États-Unis. Et de manière générale, comme je le mentionnais exactement auparavant, on a également le gros problème du fait que des mesures sont prises sans respecter les procédures qui permettent aux personnes mises en cause ou auxquelles on cause des torts de se défendre de manière juste. Un avant-dernier point avant de conclure, c'est le fait que dans un état de droit, normalement, on ne cible pas ses opposants. Et là, on se rend compte qu'on a de très nombreux exemples, soit de grâce, de pardon accordé par Donald Trump aux personnes qui l'ont aidé, qui l'ont soutenu financièrement. Je pense aux émeutiers du 6 janvier 2021, par exemple. Je pense à des personnes condamnées pour des actions anti-avortement. Je pense à un certain nombre de soutiens financiers et politiques. Et inversement, dès son arrivée au pouvoir, il a commencé à lancer la chasse à toute personne dont il estimait qu'elle lui avait causé du tort. Alors là, c'est le renvoi d'agents du FBI, de procureurs, de fonctionnaires du ministère de la Justice qui ont eu un rôle de près ou de loin en tant que fonctionnaires dans les poursuites qui ont été lancées contre lui. Le retrait d'habilitation secret défense à Joe Biden, par exemple, mais pas seulement, à un certain nombre d'autres personnes. Le retrait de la protection de sécurité accordée à un certain nombre de personnes. Par exemple, Anthony Fauci, qui était le conseiller de l'administration Trump pendant
la pandémie de Covid, qui aujourd'hui reçoit de très nombreuses menaces de mort grâce à Donald Trump et qui s'est fait retirer sa protection. Mais on a encore, par exemple, une enquête qui a été lancée par le ministère de la Justice à la demande du président des États-Unis contre une plateforme en ligne de collecte de fonds pour les démocrates. Et je ne reviendrai pas sur les attaques contre la presse, je te laisserai développer. Donc voilà, on a quand même, au-delà des inspecteurs généraux, au-delà des difficultés à respecter les décisions de justice, on a même la poursuite des opposants. Et pour finir en un mot, que fait le législatif dans tout ça, puisque on a vu que le pouvoir judiciaire joue son rôle. Je n'ai pas le dernier chiffre parce qu'il évolue jour après jour, mais on était à environ 220 recours lancés contre l'administration Trump en début de semaine. Le pouvoir législatif, pourquoi est-il inopérant actuellement ? J'en dirai juste 2 mots et on pourra développer plus tard éventuellement. Le Sénat est contrôlé par les Républicains. 53 sièges contre 47 pour les démocrates. La Chambre des représentants, alors là, le rapport de force varie parce que certains députés décèdent, d'autres se font nommer à des postes de ministres. À l'issue de l'élection, on était à 220 républicains contre 215 démocrates. On est passé à 218 contre 215. Aujourd'hui, on est à 220 républicains contre 213 démocrates. Le résultat, c'est le même, c'est que les républicains ont la majorité à la Chambre, les républicains ont la majorité au Sénat, et manifestement, ce qui se produit aujourd'hui, c'est qu'il ne se trouve pas assez de républicains qui souhaitent défendre l'état de droit aux États-Unis. Et donc, dans la mesure où les démocrates, eux, n'ont pas la majorité, ils ont les mains liées, en tout cas en termes institutionnels. Et je conclurai sur cette note tout à fait optimiste. En même temps, il est difficile d'être optimiste. Merci pour avoir brossé ce tableau général à gros traits de l'extension des limites du pouvoir exécutif et des attaques contre le pouvoir animé d'un esprit vindicatif, ce qui nourrit un peu cette politique. Jérôme, donc du coup, tu vas nous parler donc des attaques contre la presse, la science, les libertés fondamentales. Tout ça, voilà. Ça va pas être très drôle non plus, mais bon. Optimiste. J'ai fait un petit PowerPoint. J'espère qu'il va fonctionner. Juste pour quelques éléments, il y a quelques visuels qui sont intéressants. Donc voilà, on va commencer par l'introduction. Alors, le second mandat de Trump est différent parce qu'il y a notamment cette idée de reconquête de l'espace culturel. Donc, dans les domaines politiques, éducatifs, médiatiques et aussi culturels, on va voir les musées. Et en fait, il s'agit pour les Républicains et Donald Trump, de redéfinir le récit national et réorienter les institutions. C'est vraiment quelque chose de profond. C'est une vision, en fait, nationaliste, identitaire, conservatrice et révisionniste de l'identité américaine. Il s'agit, selon les termes utilisés par Donald Trump, de restaurer les valeurs américaines. Alors, on va parler du premier amendement, on en a déjà un petit peu parlé, parce que c'est un élément important. Et l'idée du premier amendement, notamment pour la liberté de la presse, c'est de ne pas restreindre la liberté d'expression ou de la presse. Et ça, c'est l'État, le Congrès notamment, qui ne doit pas faire de loi. Donc, et on verra que cette idée de liberté est très différente aux États-Unis et en France. Et pourtant, là-bas aussi, elle est remise en question. Il y a un premier décret qui est très intéressant, qui s'appelle le décret pour restaurer la liberté d'expression et mettre fin à la censure fédérale. Alors, quand on lit ça, on se dit c'est merveilleux, on a plus de liberté. Et en fait, il faut toujours regarder le contenu, évidemment, et regarder ce que ça dit en réalité. Et en réalité, c'est une interdiction du gouvernement fédéral de collaborer avec les plateformes numériques pour modérer les contenus. Donc voilà, on a déjà un petit peu le ton. Alors, le premier élément, la première partie, ça va être, on va parler donc des médias et de la liberté de la presse. Il y a un langage stigmatisant depuis très longtemps chez Donald Trump. Déjà en 2019, il parlait d'ennemis du peuple
en parlant des médias. Il l'a dit plusieurs fois dans son premier mandat, en étant d'ailleurs souvent spécifique, en nommant des journalistes, des chaînes de télévision, etc. Donc on a une certaine cohérence quand même. Il y a l'accusation de partialité, donc c'est l'idée que tous les médias mainstream, comme on appelle, sont plutôt des médias de gauche, et il les a notamment qualifiés récemment d'illégaux. Donc il s'agit là, cette fois-ci, de neutraliser ce qu'on peut dire être des contre-pouvoirs médiatiques. Alors comment ça se passe? Comment il fait? Alors, il y a une répression, effectivement, des mesures institutionnelles et juridiques. D'abord, première chose, suppression des financements publics. C'est par exemple le cas il y a un décret qui est sorti le 1er mai pour supprimer le financement de NPR, National Public Radio, et Public Broadcast Services. Donc c'est les chaînes publiques qui sont en grande partie d'ailleurs financées par du privé, mais qui sont diffusées dans énormément d'États, qui sont très populaires, mais qui sont neutres et qui correspondent souvent à un contre-pouvoir. Il y a des pressions plus ciblées, comme le refus, par exemple, d'accès à la Maison-Blanche par l'Associated Press. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un désaccord idéologique quand Donald Trump a mentionné qu'il fallait notamment maintenant parler du Golfe d'Amérique et non plus du Golfe du Mexique. Ça ne rentrait pas dans la manière de faire d'Epi News. Ils ont refusé de le faire et ils ont été exclus. Une décision d'un tribunal a jugé que c'était inconstitutionnel. On ne pouvait pas interdire l'accès à la Maison-Blanche au nom justement du premier amendement. Il y a un appel et pour l'instant c'est en cours. Il y a aussi des poursuites judiciaires par Donald Trump et l'administration. Alors, un exemple intéressant, c'est ABC, qui est en fait ABC News, dont Disney est le propriétaire. Il y avait un procès en fait en diffamation parce que les propos d'un journaliste qui s'appelle George Stephanopoulos sur une condamnation partielle de Trump pour abus sexuels, et le journaliste avait parlé de viol. En fait, le juge avait dit que ça pouvait être considéré comme un viol, mais à New York, ça ne l'était pas pour des raisons locales. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que avant même d'aller au procès, finalement, Disney a fait un accord pour 15 millions de dollars pour éviter un procès en diffamation. Alors que beaucoup d'experts du droit disaient qu'ils avaient de grandes chances de gagner. Il est très difficile de gagner des procès en diffamation contre la presse qui est protégée. Et donc, ils ont versé 15 millions de dollars pas à Donald Trump directement, mais à sa bibliothèque et aussi payer ses frais d'avocat pour à peu près, je crois, 1 million. Il y a des attaques contre donc des grands networks, mais il y a aussi des poursuites contre des journaux, des plus petits journaux. Alors, par exemple, Demon Register de l'Iowa, un journal local, qui est poursuivi, lui, pour avoir publié un sondage défavorable. Et Trump invoque là une loi locale, une loi de l'Iowa sur la fraude à la consommation. Là aussi, c'est en cours. Dernier exemple, c'est la poursuite de CBS, qui appartient à Paramount, pour une interview de Kamala Harris qui le juge manipulé. En fait, ils ont fait un montage, ils ont enlevé une petite partie où elle était silencieuse, enfin elle mettait du temps à répondre, et voilà, ils ont fait un petit montage, et lui, il a jugé que c'était trop favorable à sa campagne. Et ce qui se passe ici, c'est qu'il y a Paramount est en train de faire un accord avec Skydance pour 8 milliards de dollars, et Trump menace de bloquer la fusion entre les deux. Pourquoi? Parce que l'État doit donner son accord par la FCC, donc qui est la fédérale, la COM, oui, voilà, c'est comme l'ARCOM à peu près, doit donner son accord quand il y a des fusions dans le pays. Et d'ailleurs, dernièrement, le producteur exécutif d'une émission de CBS qui s'appelle 60 Minutes, qui est une grande émission aux États-Unis, a démissionné en disant qu'il subissait déjà des interférences éditoriales de la part de la Maison-Blanche. Alors, il y a la poursuite des pressions sur les médias, et puis il y a aussi la promotion d'un écosystème loyal, donc des nouveaux médias pro-Trump,
qui sont des médias non mainstream, qui sont des journalistes, mais qui n'ont pas forcément d'ailleurs de formation de journaliste, qui favorisent souvent la désinformation. Alors, c'est plus tellement Fox News qui est aujourd'hui le préféré de Donald Trump, qui est pas très content parce que Fox News l'a quand même un petit peu critiqué, notamment pendant la campagne. Ils ont aussi finalement accepté le fait qu'il avait perdu la campagne en 2020, mais c'est des médias beaucoup plus extrémistes, comme par exemple OAN, One American News Network, Real America's Voice, Newsmax, dont vous entendrez sans doute parler d'ici quelques temps. C'est aussi des podcasteurs, beaucoup de podcasteurs militants. Alors là, on voit le War Room de Steve Bannon, ou alors le Charlie Kirk Show, qui étaient tout ça assez marginaux à un moment donné, qui sont devenus très populaires. Et ce qui est intéressant, c'est que la Maison-Blanche fait des points de presse spécifiques réservés aux influenceurs MAGA, qui sont organisés donc par la porte-parole Caroline Leavitt, qui est là. Donc c'est une logique ici de pouvoir patrimonial, c'est-à-dire que seuls les médias loyaux au régime ont accès au pouvoir. C'est cette tentative, et c'est en fait une référence à d'autres modèles qu'on peut avoir, comme par exemple Orban ou même Poutine. Alors, juste pour conclure, il y a cette question ici par rapport au droit constitutionnel quand même déjà qui se pose, mais la question vraiment, c'est pas autant nécessairement le premier amendement, on va voir que parfois ça va l'être, mais c'est l'extension du pouvoir exécutif dont tu parlais tout à l'heure, l'équilibre des pouvoirs. Et alors, je ne vais pas revenir dessus, mais j'avais prévu sur cette fameuse loi de 1974 qui impose une procédure stricte pour retarder ou annuler des dépenses. Et Trump dit, cette loi, en fait, elle est inconstitutionnelle. Donc ça va certainement aller, on peut penser jusqu'à la Cour suprême. Et il y a une vraie réflexion des conservateurs depuis très longtemps sur cette logique du pouvoir exécutif par une théorie qui s'appelle la théorie de l'exécutif unitaire, qui dit que la Constitution permet de concentrer le pouvoir exécutif dans les mains du président. C'est-à-dire qu'il a tous les pouvoirs de faire ce qu'il veut dans tous les ministères, pour toutes les agences, il n'y a plus d'indépendance. Voilà, donc ça et donc cette idée par exemple, de ne plus financer certains médias, qui est effectivement le pouvoir de la bourse qui appartient au Congrès. Avec cette théorie, c'est que le président pourrait décider de dépenser ou de ne pas dépenser cet argent qui avait quand même été voté par le Congrès. Alors, deuxième aspect, c'est l'éducation. Donc là, on va voir qu'on est aussi dans des formes de censure. Alors, il s'agit notamment d'affaiblir les élites universitaires, les universités d'élite perçues comme hostiles. Alors, c'est Harvard, Yale, les grandes universités, Princeton, Columbia, Cornell, Brown, etc., qui sont vues comme des fiefs de la gauche. Et donc, il y a une récupération, j'en reparlerai un tout petit peu, de politique en utilisant notamment cette idée d'antisémitisme lors des manifestations qu'il y a eu au moment avec les bombardements, notamment à Gaza. Et effectivement, il y a eu quelques débordements, ça s'est avéré, mais on va voir que ça a été très instrumentalisé en même temps par le pouvoir. Il s'agit en fait de redéfinir les normes intellectuelles et morales autorisées, et de délégitimer les politiques de diversité. Alors, qu'est-ce que c'est que cette diversité ? Alors, en anglais, on parle de DEI, diversité, équité et inclusion, donc diversity, equity, inclusion. En fait, ce sont toutes ces politiques qui consistent à mettre en place des politiques pour mieux représenter et mieux faire participer des groupes qui sont historiquement marginalisés. Donc les Noirs américains, ça peut être aussi les personnes LGBTQ+, d'orientation sexuelle, ou même les personnes handicapées. Mais l'idée ici, c'est alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que par rapport aux universités, il y a eu des changements aussi au niveau de la loi, puisque la Cour suprême a déclaré en 2023 qu'il était illégal d'avoir des pratiques de discrimination positive
à l'entrée de l'université. Donc c'était notamment Harvard qui était en jeu dans cette décision. Donc il a fallu que les universités changent aussi pour une partie d'entre elles, puisqu'il y avait parfois des quotas. Alors c'était de moins en moins utilisé en réalité. Et on va voir que c'est aussi une des raisons de ce qui a été pour lequel cette attaque sur le DEI a fonctionné, qu'elle se base en partie là-dessus. Alors les méthodes, quelles sont les méthodes utilisées ? Alors, il faut voir que le premier amendement protège la liberté d'expression normalement dans les universités. Alors dans les universités publiques notamment, mais elles doivent être neutres quant au contenu. Et ça ne s'applique pas aux universités privées de la même manière. Mais il peut y avoir des exceptions. Les universités privées ont plus de latitude, mais elles dépendent aussi du financement fédéral et de lois, ou parfois de lois étatiques, comme par exemple en Californie, qui peuvent limiter parfois en partie la liberté d'expression. Et puis surtout, il y a une exception qui s'appelle le Title VI, qui est une loi des droits civiques de 1964, qui en fait interdit la discrimination raciale dans les institutions qui reçoivent des fonds publics. Et donc, sous Trump, Trump a utilisé ce Title VI, qu'il a élargi à certains cas d'antisémitisme, pour attaquer les politiques, en fait, antiracistes, parce qu'il accusait les universités de discriminer envers les Blancs et d'ailleurs aussi envers les Asiatiques, mais principalement envers les Blancs. Donc, c'est un retournement, en fait, des lois du droit civique. Et d'ailleurs, on l'a vu depuis une quinzaine d'années au moins, on voit dans la rhétorique des républicains qui se sont emparés du récit de la discrimination, mais d'une inversion. Et ça, c'est notamment depuis l'élection de Barack Obama. C'est-à-dire l'idée, ça a été que maintenant qu'on a eu un noir comme président, il n'y a plus de racisme, et donc le seul racisme qui existe, c'est envers les Blancs. Alors, ça a été beaucoup sur donc cette idée d'antisémitisme, et il y a eu une task force qui s'appelle la Task Force conjointe de lutte contre l'antisémitisme, qui a été mise en place par le gouvernement. Et donc, le président notamment de cette task force dit que le système universitaire de ce pays a été détourné par la gauche, détourné par les marxistes. Ils ont contrôlé l'état d'esprit de nos jeunes, nous devons y mettre un terme. Et il ajoute, nous allons mettre les universités en faillite, nous allons leur retirer chaque dollar fédéral. Donc voilà, on a un petit peu le contexte. Et donc, dans une lettre qui a été envoyée notamment à Harvard, alors ça a commencé avec Columbia. Columbia a accepté les termes demandés par le gouvernement fédéral. Ils n'ont pas forcément vu l'argent arriver non plus. Donc Harvard, quand Harvard a reçu cette lettre, ils ont décidé de se battre. Alors c'est quand même la plus grande université en termes de financement, la plus ancienne aussi. Donc c'est un symbole fort. Donc, la lettre qui était envoyée à Harvard disait notamment que toutes les données relatives aux admissions doivent être partagées avec le gouvernement fédéral et faire l'objet d'un audit complet. Toutes les données relatives à l'embauche et les données connexes doivent être communiquées au gouvernement fédéral et faire l'objet d'un audit. Donc, en fait, c'est aussi une remise en cause de la liberté académique. Et donc, Harvard est allé devant les tribunaux et c'est en cours là aussi. Il y a pour l'instant une injonction temporaire. On va voir où ça va aller. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on suit un petit peu comme une série. Hein. Alors, il faut voir que c'est pas forcément énormément d'argent pour Harvard en relatif, mais en réalité, ça pose énormément de problèmes sur notamment la recherche, y compris la recherche scientifique. Ça correspond à peu près à un peu moins de 10% de leurs fonds, mais c'est quand même très, très important. Donc, il y a des pressions financières, administratives, et aussi la menace de supprimer les exonérations fiscales. C'est quelque chose qui avait été utilisé notamment la dernière fois par le gouvernement en 1983. Ça date pour le Bob Jones University, une université chrétienne qui discriminait, qui n'était ouverte que aux Blancs. Et donc c'est pareil,
université privée, mais qui recevait des fonds fédéraux. Et donc, il a été décidé par une décision de la Cour suprême qu'il était tout à fait possible de retirer cette exemption, cette exonération fiscale. Ça veut dire que l'université paie les impôts locaux, les impôts sur leur propriété. Donc c'est énorme. Hein. Pour Harvard, par exemple, ça serait vraiment catastrophique. Il y a aussi des répressions ciblées des individus sur les révocations de visas, les expulsions, les étudiants, notamment des étudiants qui ont pu manifester contre Israël, par exemple. Alors, certains, il y a pu avoir des débordements, mais c'est tout étudiant étranger qui a manifesté. Et surtout, il n'y a pas eu le due process dont parlait Ludivine tout à l'heure. Il y a aussi des censures des contenus des écoles également, des écoles primaires et secondaires, l'interdiction de livres. On voit par exemple, il y a le Head Start. Alors, c'est des livres, vous allez voir, oui, là, il y a un certain nombre de livres. Alors, c'est toujours des livres qui traitent de questions raciales, mais ça peut être des livres comme par exemple le livre de Toni Morrison, Toni Morrison est prix Nobel de littérature, mais voilà, elle a parlé, elle écrit sur le point de vue de Noirs américains. Elle traite aussi beaucoup de l'esclavage, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont interdites. On en reparlera. Il y a la création de listes, en fait. Il y a aussi un programme. Alors là, je vous ai mis, c'est pour ça que je voulais ces petits visuels. Là, c'est un programme du département de la santé et de l'éducation. Et on voit ici, c'est ce qu'a fait le New York Times, que j'ai repris, c'est tout ce qui a été censuré. Et on voit que c'est des informations concernant le Covid, par exemple. C'est des informations. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir. Bon, vous regarderez éventuellement le détail. C'est tout ce qui concerne toutes ces politiques, puisque l'idée aussi, c'est que le Covid a été exagéré, que c'était finalement pas plus qu'une grippe. Hein. Il faut se souvenir que ça a été très politisé au moment du Covid. Alors, c'est là où il faut voir que ces réformes systémiques, elles ont été bien réfléchies par quelque chose qui s'appelle notamment le projet 2025. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est une initiative pilotée par la Heritage Foundation, un think tank très conservateur, pour la préparation éventuelle du retour de Donald Trump. Il est revenu, ils ont appliqué. Donc l'idée, c'est de refonder l'exécutif américain pour le rendre plus conforme à une vision conservatrice. Et donc c'est une politique très idéologique. Et on voit donc il y a ce programme de 900 pages qui s'appelle Mandate for Leadership, The Conservative Promise. Et il s'agit donc de démanteler partiellement le département de l'éducation. Donc là, ça a été fait. Substituer un personnel loyal dans les institutions éducatives et réduire le personnel de certaines universités sous tutelle fédérale. Bon, on reverra. Alors, il y a notamment une attaque dont on a très peu parlé sur de plus petites universités, et notamment par le Bureau de l'éducation indienne. Et ils sont quasiment en faillite. Donc voilà, il n'y a pas que les grandes universités comme Harvard. Donc l'idée ici, c'est la volonté de contrôle systémique d'un autoritarisme culturel et d'une sorte de retour un peu du macartisme en plus organisé, en plus violent. Et c'est déjà des choses qui ont eu lieu dans des États, comme par exemple en Floride, avec Christopher Rufo notamment, et le gouverneur DeSantis. Il y a déjà eu des choses qui se sont passées. Alors, je vais reparler, oui, je voulais juste terminer sur il y a des actions en justice, hein, j'en ai parlé. Il y a aussi des pactes de défense mutuelle. Les institutions du Big Ten, en fait, Big Ten, c'est en fait 18 universités qui sont majoritairement publiques, qui ont décidé de mettre leurs fonds en commun, par exemple le partage d'avocats, de ressources financières quand ils sont attaqués. Donc c'est des universités beaucoup dans le Midwest, hein, du Michigan, de l'Indiana, du Minnesota, etc. Et d'adopter les mêmes stratégies de défense. Et c'est une sorte alors ils se sont comparés un petit peu à l'OTAN. Bon, c'est intéressant parce que l'OTAN est aussi attaquée. Mais c'est l'idée, quand il y en a un d'attaquer, tout le monde... normalement, ça marche comme ça. Et il y a aussi une mobilisation croissante des manifestations dont on n'entend pas forcément parler, hein, des teach-ins, comme les sit-ins, mais pour des profs, des coalitions. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent.
au niveau local. Dernier aspect, c'est les sciences, la culture, la mémoire et l'instrumentalisation idéologique. Alors, on a un contrôle d'abord des agences scientifiques avec des coupes budgétaires qui peuvent aller jusqu'à 50%. Donc ça va être par exemple l'Institut national de la santé, NASA. NASA, ça peut être surprenant par rapport à Elon Musk, mais voilà, la NASA pour beaucoup de ses programmes, sauf pour le programme qui consiste à aller vers Mars. Mais le reste, c'est coupé. Donc voilà. Il y a aussi l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère, NOAA, qui s'occupe du climat. Et donc effectivement, il y a aussi, on est dans le récit que le changement climatique, c'est faux, ça n'existe pas. Et donc on coupe les instruments de mesure et comme ça, il n'y aura pas de problème. Et la Fondation nationale de la science. Alors comment ça se passe? C'est des licenciements massifs, des démantèlements de programmes. Tout ce qui concerne le climat a été démantelé. Suppression des données gouvernementales. On a la suppression de plus de 8000 pages. Alors là encore, un exemple ici du site du département d'État, cette fois-ci, sur le changement climatique. Tout a été enlevé. Ça commence avec The Climate Change et c'est enlevé. Donc les censures de mots dans les projets scientifiques et de l'État sont assez importants et peuvent amener à des choses. Alors, il y a une liste, là, je vous la montre comme ça parce qu'elle est impressionnante, vous ne pouvez pas forcément la lire, mais il y en a beaucoup, là aussi publiée par le New York Times. On arrive à des choses totalement absurdes. Par exemple, le mot « gay » ne doit pas apparaître. Et donc, il y a eu la disparition du bombardier Enola Gay, voilà, du site du département de la Défense, parce qu'il y a le mot gay. En fait, c'est fait par des choses automatiques, par l'intelligence artificielle, et puis on ne réfléchit pas trop, voilà. Vaut mieux couper, on verra après. Donc voilà. Et il y a des pressions sur les chercheurs aussi, notamment ceux spécialisés en désinformation. Alors, il y a des attaques sur tout ce qui concerne la culture et la mémoire. Il y a vraiment cette idée de réécriture. Alors, le décret, par exemple, ce décret aussi qui est intéressant, c'est rétablir la vérité et la raison, sanity, la raison dans l'histoire américaine. Bon, déjà, ça fait un peu penser à la Corée du Nord, mais bon, on rétablit la vérité et la raison. Donc en fait, il s'agit quoi? De contraindre les institutions culturelles publiques à célébrer des figures patriotes, donc patriotiques consensuelles, et d'évacuer tous les récits qui peuvent diviser, donc par exemple liés à l'esclavage, aux luttes raciales et aux luttes sexuelles. Donc par exemple, là vous avez un exemple, alors ça a été rétabli parce que ça a été un gros scandale quand même, donc il y a une pression populaire, mais là on a le site des Park Services, et c'est une personne qui s'appelle Harriet Tubman, qui était une esclave qui était dans la résistance, qui a aidé des esclaves du Sud à être libérés, à aller vers le Nord. Donc elle est célébrée aux États-Unis. Elle devrait même être sur un billet de banque. Mais l'idée a été de censurer. Donc beaucoup de choses ont été enlevées en ce qui concerne la maltraitance, en ce qui concerne l'esclavage, et on en a fait quelque chose d'assez lisse, où il y avait où tout allait bien. Et l'idée de beaucoup de républicains depuis des années, c'est qu'il ne faut pas traumatiser notamment les enfants blancs, par un récit qui pourrait les rendre coupables. Voilà. Il y a aussi eu la remise en cause sur la National Park Service aussi sur les émeutes de Stonewall, c'est ces luttes donc c'est au moment des luttes pour les personnes gays, lesbiennes et bisexuelles et transgenres. Donc on a enlevé le mot trans, puisque l'idée c'est qu'il n'y a pas de femmes trans, ça n'existe pas. Il y a un homme et femme, c'est binaire, c'est très simple. Voilà. Alors, je vais terminer alors, en fait, on a aussi sur cette surveillance et ce contrôle idéologique, il y a un registre des activités culturelles subversives qui a été confié au département Homeland Security, donc le département de la sécurité intérieure. Donc, ce registre des activités culturelles subversives est assorti d'une surveillance numérique.
Donc des artistes, des enseignants, par exemple, ont vu leur bourse ou leur visa refusés pour des motifs idéologiques. Des gens n'ont pas pu rentrer aux États-Unis parce que ça fait tilt aussi. Voilà, avec l'intelligence artificielle, c'est assez facile à faire. Donc il y a une sorte de climat de peur et d'autocensure qui s'installe. Donc cette censure, ce refus de visa, de bourse ou de projets scientifiques, culturels qui sont jugés déviants. C'est vraiment le terme utilisé. Et là, je voudrais juste terminer sur cette idée par rapport à quoi c'est déviant en fait. Et là, on a cet aspect religieux qui est très important. Il faut en dire un mot. Il y a une sorte d'institutionnalisation de la religion, avec une task force, par exemple, contre les biais antichrétiens, une commission présidentielle sur la liberté religieuse. Déjà, certaines choses avaient été mises en place, d'ailleurs, à l'époque de George W. Bush, dont, par exemple, le bureau de la foi à la Maison-Blanche. Le bureau de la foi à la Maison-Blanche vise à établir, en fait, une sorte de christianisme d'État, ce qui serait d'ailleurs anticonstitutionnel. Et à la tête de ce bureau, il y a Paula White, qui est la femme que vous voyez là en blanc. Alors c'est une pasteur évangélique charismatique, une téléévangéliste, une figure très influente du mouvement de la théologie de la prospérité. La prospérité, c'est cette théologie qui dit que la foi et les dons financiers à l'Église peuvent conduire à la richesse matérielle. Donc si on est très croyant, on sera riche. Si on est pauvre, c'est qu'on est pas quand même. Il y a un problème, quoi. On n'est pas assez croyant. On n'a pas la foi qu'il faut. Alors c'est important parce que on n'en parle pas tellement en France, mais l'aspect religieux est vraiment central. Cette femme, c'est la première femme pasteur qui a prononcé l'invocation lors de l'investiture présidentielle. Elle est amie de Donald Trump depuis 2001, et c'est sa conseillère spirituelle depuis 2011. Et en fait, là, ce qu'il faut voir, c'est que derrière tout ça, il y a vraiment la vision d'une... on est passé des évangéliques qui voulaient convaincre des gens de se convertir à l'idée que maintenant qu'on est minoritaire, de toute façon, il faut prendre le pouvoir parce qu'on est béni par Dieu. La preuve, c'est que Donald Trump, qui a failli être j'avais la photo après, mais qui a failli être assassiné, eh ben voilà, il a été protégé par Dieu. Donc c'est que vraiment, on est le peuple de Dieu. Alors, il y a cette idée de la théologie de la prospérité, et il y a un mouvement qui date des années 90, qui s'appelle la Nouvelle Réforme Apostolique, qui n'est pas quelque chose dont vous entendrez énormément, qui est très marginal, avec quelque chose qui s'appelle la mise en place du mandat des 7 montagnes. C'est une stratégie qui vise à influencer les 7 sphères clés de la société selon cette théologie, cette nouvelle réforme. Donc c'est la famille, la religion, l'éducation, les médias, l'art et le divertissement, ainsi que commerce et gouvernement. Donc en gros, là on est dedans. Et pour instaurer le royaume de Dieu sur terre. Alors ça semble peut-être un peu délirant, hein, mais on a une sacralisation d'une identité chrétienne nationaliste et autoritaire aux États-Unis. Il faut voir que par exemple le président de la Chambre, Mike Johnson, hein, est un chrétien qui est adepte de cette sorte de théologie, qui est considérée par beaucoup de chrétiens comme étant une hérésie. Hein. Voilà, il y a quand même. Donc on a un lien, et ce lien entre le nationalisme chrétien, on l'a vu au moment du 6 janvier, et Trump, on l'a très bien vu au moment du 6 janvier. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est que là, on va avoir une lecture unique du passé, et on va avoir l'année prochaine l'approche du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, en 2026. Donc, je pense que ça va être très intéressant de voir ce récit se mettre en place. Il y a déjà des choses qui sont en train de se décider. Voilà, donc je terminerai simplement. Ah oui, il y avait ces belles images. Alors, l'image de Trump, ce que vous voyez, c'est lui qui l'a. Ça a été fait avec l'intelligence artificielle. C'est pas Time Magazine, c'est un peu, on dirait, mais non, en fait, ça a été fait pour lui, ou peut-être même d'ailleurs par lui, on n'est pas exactement sûr, où il se met en roi, et puis on le voit au moment de cette photo iconique, hein, vraiment, après la tentative d'assassinat. Alors, est-ce qu'on se dirige vers une sorte de fausse démocratie culturelle, hein, autoritaire, hein, les termes sont toujours compliqués, vers quoi on va? En tout cas, sa politique culturelle, elle repose vraiment sur 3 piliers, en gros: redéfinir les contenus légitimes, affaiblir les contre-pouvoirs,
donc on l'a déjà vu, mais intellectuels également, les musées, les universités, les médias, etc., les fondations, et mobiliser l'État contre un instrument comme un instrument de censure morale pour imposer un nouveau récit. Voilà, et donc ce qui est intéressant, juste pour terminer sur le premier amendement, puisqu'on a commencé avec ça, ce n'est pas juste d'une censure explicite, c'est pas tellement ça qui se passe en fait, mais c'est une sorte de censure d'atmosphère en conditionnant des financements publics par la peur, c'est-à-dire qu'il y a aussi une forme d'autocensure, une pression réglementaire, fiscale, diplomatique, etc., et une stigmatisation publique et une mise à l'index idéologique. Donc on a une sorte de censure d'atmosphère et quasiment extra-légale. Et on peut se demander vraiment si on est encore en liberté d'expression dans le pays. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme. Je n'ai pas dépassé. On ne sait pas s'il faut rire ou pleurer, tellement c'est un peu ubu à la Maison Blanche. Il faut regarder, en plus, il faut le voir parler. Ouais. Parce que il incarne beaucoup de choses. Alors, je vais juste faire 2-3 questions, parce que je pense que vous aurez beaucoup de questions. Mais une première, c'est un peu davantage toi, Ludivine, c'est par rapport à ce que tu as décrit, quelle riposte juridique. Je pense par exemple aux États avec ce qu'on appelle le droit des États, qui, je pense, juridiquement, constitutionnellement, ont les moyens de contrer certains décrets. Enfin, si on peut en parler, des États mettent ça en place, utilisent ces capacités constitutionnelles. Et là, à vous deux, c'est un peu la riposte politique côté démocrate, entre James Carville, l'ancien conseiller de Clinton, qui parle de retraite stratégique politique en croyant que les républicains vont s'effondrer d'eux-mêmes, ou évidemment de l'autre côté Sanders ou Alexandria Ocasio-Cortez qui ont fait une tournée, etc. Donc quelle riposte politique côté démocrate, mais aussi au sein même du Parti républicain. Est-ce que pour l'instant il y a toujours tous suivent le doigt sur la couture, ou il y a quand même quelques réactions où entre les lignes on devine quand même des prises de position, si ce n'est d'opposition à Trump, mais de distance? Sur la riposte, du côté des États, effectivement, c'est là où beaucoup d'opposants regardent actuellement. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit brièvement, il ne se passe pas grand-chose au Congrès en termes de riposte. La riposte des États, elle s'organise de plusieurs manières. Alors d'une part, on a beaucoup parlé de sidération de l'opposition face à Donald Trump dans les premières semaines qui ont suivi. Et j'aimerais bien nuancer cette analyse, parce qu'en fait, lorsque les décrets sont sortis, donc il y a eu une avalanche de décrets le premier jour, et puis ensuite, là on en est à quasiment 150, l'opposition était préparée malgré tout. Les ministres, les équivalents de ministres de la justice des États démocrates avaient constitué un groupe de travail en amont, y compris avant l'élection de Donald Trump, dans l'hypothèse où Donald Trump serait élu, pour commencer à préparer des motions, des mesures, des recours. Simplement, on ne peut pas déposer un recours tant que le décret n'est pas tombé et tant qu'on ne sait pas précisément ce qu'il y a dans le décret. Et les recours qui sont déposés font des dizaines et des dizaines de pages, donc ça ne s'improvise pas non plus. Donc, certes, il y a eu de la sidération, mais il n'y a pas eu absence de réaction non plus. Je mentionnais tout à l'heure, on en est à 227 recours en date du 2 mai. Ça fait partie de la riposte. Donc il y a une riposte qui était prévue par les États démocrates. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas les États républicains qui vont riposter face aux mesures de l'administration Trump. Et ensuite, au-delà si on met de côté les recours judiciaires, qui sont le seul moyen légal dont disposent les États et dont dispose l'opposition, y compris au sein de la société civile, on a également toute une série de mesures que les États peuvent mettre en place. Pourquoi ? Parce que, on le répète assez souvent, les États-Unis sont un État fédéral, donc l'État fédéral peut beaucoup. L'État fédéral peut
permettre beaucoup de choses en apportant notamment des financements. L'État fédéral peut interdire un certain nombre de choses et en empêcher un certain nombre quand il retire des financements, par exemple, ou en votant des lois. Mais les États disposent d'un très grand nombre de sujets sur lesquels ils ont la main. En termes d'éducation, par exemple, on parlait du ministère de l'Éducation. Alors, ça n'est pas du tout une bonne chose que le ministère de l'Éducation soit démantelé. Il ne peut pas être supprimé parce qu'il a été créé par le Congrès et que la suppression d'un ministère nécessite une loi, mais il peut être vidé de sa substance si on en renvoie les membres, par exemple. Simplement, le ministère de l'Éducation, il a surtout aux États-Unis pour vocation de s'occuper du versement des aides, des remboursements des prêts étudiants. Et deuxième grande mission, c'était de veiller à l'absence de discrimination dans le système éducatif au niveau national. En revanche, pour tout ce qui est programme scolaire, contenu, etc., ça, c'est de la responsabilité des États. Et ça fonctionne de la même manière dans de très nombreux domaines. Donc les États peuvent, eux, prendre un certain nombre de dispositions pour contrer des mesures de l'administration fédérale. Et juste un exemple, sur la question de l'avortement, par exemple, depuis le revirement de la Cour suprême sur la décision Roe v. Wade qui protégeait le droit à l'avortement au niveau fédéral, ce sont les lois des États qui s'imposent. Et on voit aujourd'hui certains États qui portent plainte contre des médecins dans d'autres États parce que les médecins ont téléprescrit le mifepristone qui permet de procéder à des avortements. Et là, il y a une médecin de l'État de New York qui a été visée par une plainte, je crois que c'est au Texas. Donc la gouverneure de l'État de New York a signé une loi qui a été votée par l'équivalent du Congrès de l'État de New York qui protège les médecins de l'État de New York qui pratiquent des avortements et qui, en gros, cette loi, elle dit non, on ne vous livrera pas à un État qui vous poursuit pour avoir permis à une résidente d'un autre État de procéder à des avortements. Voilà. Ça, c'est un exemple très précis du type de mesures qui sont prises par des États pour contrer ce qui se passe au niveau fédéral. Je rajouterais juste deux petites choses. C'est alors on parlait d'être cette idée d'être très étonné au départ. Enfin, il y a le shock and awe. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est la stratégie de Donald Trump aussi, qui est la saturation médiatique. Hein. Et ça, c'est un élément, notamment pour le manque de mobilisation des gens. Alors moi, quand je parle aux gens que je connais aux États-Unis, c'est en fait, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas sur quoi se mobiliser. Il n'y a pas un sujet nécessairement unique. Alors, ça s'est fait par rapport à Elon Musk. On a vu des manifestations, bas les pattes, hein, hands off. Voilà, donc ça, c'était quelque chose qui a commencé à mobiliser les gens. Et puis, il y a effectivement ce que tu disais très bien, il y a vraiment, et c'est là où il faut voir que ça va mettre du temps parce que le temps médiatique, le temps juridique n'est pas, ou judiciaire n'est pas le temps politique. Hein. Donc effectivement, les tribunaux, il faut le temps qu'elles analysent, que chaque partie ait pu parler. Ensuite, il y a les appels, donc ça va mettre beaucoup de temps. Et en attendant, souvent les budgets sont coupés, les gens ont été virés de leur poste. Donc c'est un élément quand même que ça pose d'énormément de problèmes très rapidement. Il y a une autre chose qu'il faut dire aussi par rapport au législatif, qui est assez remarquable, qui n'est pas beaucoup aussi mentionné justement parce que c'est difficile de le dire, c'est la peur. Et il y a une sénatrice républicaine qui s'appelle McCoskey, qui est un petit peu plus centriste, et qui l'a dit. Elle a dit j'ai peur d'exprimer les choses. Et en fait, ils le disent de manière non officielle. C'est la peur. Alors, il peut y avoir la peur de ne pas être réélu parce que tous les républicains qui se sont opposés à Donald Trump ont perdu les élections primaires, y compris des gens qui avaient une vraie assise, hein, comme comment elle s'appelle, Liz Cheney, hein, la fille de Cheney, qui est quand même
qui vote, qui est très républicaine, enfin très conservatrice. Mais il y a aussi une peur physique, en fait. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que dès qu'ils s'opposent à Donald Trump, ils reçoivent des menaces qui sont souvent prises au sérieux. Ils sont obligés d'engager des protections, un service de protection à leurs frais pour eux et leur famille. Et donc il y a une vraie peur, et ça c'est quelque chose. Alors on voit pas, enfin on n'est pas dans les années 30 avec les chemises brunes, mais c'est plutôt sur les réseaux, c'est plutôt une autre forme, et ça crée de la peur de s'opposer publiquement à Donald Trump. Et dernière chose sur les États, Trump, c'est vrai qu'il fait la même chose. Il menace de couper les financements fédéraux aux États, de la même manière qu'il fait pour le reste. Et donc, pareil, un recours. Et on voit aussi certains gouverneurs qui essaient quand même, on a vu la gouverneure du Michigan notamment, qui veut aider notamment les industries de l'automobile, qui allait voir Donald Trump, et puis elle voulait pas que ça soit diffusé, elle s'est cachée parce que voilà, elle était à demander à faire une demande à Donald Trump en tant que démocrate, donc c'était très compliqué pour elle. Mais voilà, on voit que c'est en fait c'est du chantage permanent. Et il a des méthodes vraiment de mafieux, d'ailleurs qu'il a très bien su apprendre dans l'immobilier à New York. C'est pas tellement surprenant. Il a beaucoup fréquenté la mafia russe notamment. Il a été en partie aidé par eux, donc c'est très bien documenté, ça on le sait. Il applique leur méthode. Je reviens sur les démocrates. Ouais. Ah oui. Et puis en même temps, ensuite, pour laisser la parole, les démocrates et aussi les réactions de l'opinion publique. Je vais commencer par l'opinion publique. En fait, au niveau de l'opinion publique, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que elle ne s'est pas retournée. Si vous regardez les enquêtes d'opinion concernant les opinions vis-à-vis de Donald Trump depuis le 20 janvier, et si vous vous intéressez en particulier aux sous-échantillons au sein de cette opinion, c'est ça qui est intéressant. Les démocrates n'ont pas changé d'avis, les républicains n'ont pas changé d'avis. Ce qui a un peu bougé, ce sont les opinions des indépendants, c'est-à-dire les électeurs qui se disent ni démocrates ni républicains. Et quand on pose la question aux gens, est-ce que vous vous dites démocrates républicains, et qu'on leur propose une troisième catégorie, vous avez à peu près 43% de la population qui se place dans cette catégorie d'indépendants. C'est plus que les à peu près 30% de démocrates et 30% de républicains. Après, si vous forcez à choisir, vous aurez davantage de personnes qui vont se qualifier de penchant pour les démocrates ou penchant pour les républicains et d'indépendants. Mais là, si on regarde l'opinion, l'état de l'opinion selon ces trois catégories, les démocrates étaient très opposés à Donald Trump lorsqu'il a été élu, et vous avez à peu près 90-95% qui restent très opposés. Alors vous avez toujours les 5-10% qui ont une opinion favorable de Donald Trump parmi les démocrates. Du côté républicain, c'est l'inverse. Vous avez autour de 85, un peu moins que chez les démocrates en termes d'opinion défavorable, mais là, on est à 85-90% d'opinion favorable. Alors ça a légèrement baissé chez les républicains, mais on est à des taux autour de 85% d'opinion favorable. Donc Donald Trump, et donc chez les indépendants, ça a un peu bougé. Donald Trump a perdu quelques points, mais Donald Trump n'a pas perdu sa base, en fait. Et quand vous demandez, y compris parmi la partie de la population qui est très opposée aux droits de douane, par exemple, ou qui pense que les droits de douane vont personnellement leur coûter de l'argent, parmi cet électorat républicain, les gens vous disent « Oui, mais en fait, j'y crois. J'y crois, on va en chier. On va en chier pendant quelques temps, mais ça finira par payer parce que c'est une politique, il va leur montrer et ça va porter ses fruits. »
Donc, Donald Trump n'a pas encore perdu cette partie de l'électorat. Je vais te dire un truc positif quand même. J'ai trouvé un truc positif. Il y a eu un sondage là qui est sorti du Pew Research Center qui est assez intéressant parce que c'est fait sur plus de 5000 personnes. Et alors, il y a un élément sur lequel il y a un consensus qui m'a en fait assez surpris entre républicains et démocrates. Et oui, on a trouvé un consensus. Et en fait, c'est sur le respect des décisions des tribunaux. C'est-à-dire qu'une majorité, même de républicains, et de façon assez importante, c'est à plus de 70%, pense que Donald Trump doit respecter les décisions des tribunaux. Et c'est encore plus fort quand ça concerne la Cour suprême. Alors évidemment, c'est encore plus fort chez les démocrates, c'est à 90%. Mais donc on voit qu'ils ne sont pas prêts, puisqu'on là on est vraiment dans l'idée des États de droit. Si on regarde sur les sujets, ça dépend vraiment des sujets. Alors sur l'immigration, par exemple, c'est beaucoup plus positif, notamment pour les républicains. Mais sur cette question du droit et du respect du droit et des tribunaux et des décisions du judiciaire, il n'y a pas du tout d'idée que c'est pas grave en fait. Voilà, la majorité des Américains et la majorité des républicains veulent qu'ils respectent les décisions des tribunaux. Et ça, je pense que ça va être un gros souci pour Donald Trump. S'il s'oppose ou s'il continue, s'il va plus loin et si on arrive à, admettons, parce qu'on en a beaucoup parlé, à une crise constitutionnelle. C'est-à-dire s'il refuse tout simplement d'appliquer une décision de la Cour suprême, par exemple. Il a déjà... il joue un petit peu avec les mots. Voilà, mais on n'est pas dans une crise constitutionnelle totale. Mais ça, je pense que c'est quelque chose où il pourrait y avoir un décrochage. Donc voilà, il y a un truc positif. Et les démocrates. Et les démocrates. Alors oui, on va parler quand même des démocrates. Alors on va parler des démocrates, effectivement. Le Parti démocrate, aujourd'hui, est dans un état de déconfiture assez avancé. Et il est en grande partie invisible en termes d'opposition à Donald Trump, à son administration, aux mesures mises en œuvre. Et ça, c'est en partie... Ça n'est pas qu'il ne se passe rien. On pourra parler de Bernie Sanders et d'Alexandria Ocasio-Cortez, par exemple. On a aussi Cory Booker, le sénateur qui a fait un long discours, 25 heures, je crois. 25 heures, oui. D'une traite très bien, au Sénat, et un très bon discours, avec du contenu. Et on voit des démocrates, des sénateurs notamment, qui vont parler dans les talk-shows. Donc ils disent des choses. Mais ce que l'on constate aussi, c'est qu'en fait, pendant la campagne de 2024 et depuis le résultat, on a une fracture au sein du Parti démocrate. Alors, ça rappellera à certains l'état de la gauche en France aujourd'hui. Mais en fait, on a vraiment... Concernant le Parti démocrate et l'élection de 2024, deux analyses. Alors, pour schématiser, parce qu'il y a toujours plus de deux tendances au sein de ce parti, mais si on schématise, vous avez une partie des démocrates qui va estimer que l'élection de 2024 a été perdue parce que le parti était trop à gauche, et vous avez une autre partie du Parti démocrate qui pense que l'élection de 2024 a été perdue parce que le parti n'était pas assez à gauche. Et ce qui se passe aujourd'hui au sein du parti, c'est que vous avez ces deux tendances qui cohabitent. Forcément, le diagnostic n'est pas le même, et la stratégie issue de chacun des diagnostics n'est pas la même non plus. Ce qui peut sembler assez logique. Et donc, pour le moment, le parti n'a pas de réponse unique face à la situation qui se présente à lui. Donc, vous allez avoir une réaction qui va être de la gauche du Parti démocrate ou de la gauche à l'extérieur du Parti démocrate. Bernie Sanders n'est pas un membre du Parti démocrate, mais... il a entraîné Alexandria Ocasio-Cortez dans son aventure de barnstorming à travers le pays. Ils attirent des dizaines de milliers de personnes dans leurs meetings. Donc, il ne se passe pas rien en termes d'opposition, en termes de tentatives de mobilisation. Mais pour le moment, alors on a aussi Jerry Pritzker, le JD, le gouverneur de l'Illinois, qui a fait récemment, qui a donné un discours assez remarqué. On a quelques grandes figures qui prennent la parole et qui disent des choses, mais pour le moment, on n'a pas
une action qui rassemble véritablement l'opposition et qui soit visible et efficace vis-à-vis des actions de l'administration Trump. Oui, je pense qu'effectivement, on est aussi à un moment, et c'est assez classique en fait, où l'opposition, le parti qui a perdu est en recomposition, il n'y a pas de leader, et ça va arriver assez tard en fait. Il faut se souvenir que par exemple pour Barack Obama, c'était arrivé vraiment tard, après les midterms, ou au moment des midterms, voilà, juste à ce moment-là. Donc on a encore un bon moment, et il faut vraiment un leader. Et je pense que moi, mon analyse sur l'erreur, en tout cas sur cette idée de l'élection, alors est-ce que c'était trop à gauche ou trop à droite, je pense surtout, c'est que pour moi, l'erreur principale de Kamala Harris, ça a été de ne pas incarner un changement. C'est-à-dire, à un moment donné, on lui a demandé, que feriez-vous différent de Joe Biden? Et elle dit, je ne ferai rien de différent. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que dans toutes les élections depuis 15 ans, c'est quand on a eu un candidat qui a incarné le changement. Ça a été le cas de Obama, ça a été le cas de Donald Trump. Alors, est-ce que ça va continuer? Parce que peut-être qu'il y aura tellement de changements que là, les gens voudront revenir à quelque chose de plus classique. Mais en tout cas, il faut des figures qui incarnent quelque chose de nouveau. Et je pense que ça a été un des problèmes, en tout cas, des démocrates. Mais il se passe des choses. Il faut regarder effectivement ce qui va se passer au niveau des États. C'est souvent des gouverneurs. Ça peut être aussi des sénateurs. Voilà. Et les choses vont se mettre en place. Mais c'est vrai que les démocrates sont très très bas dans les sondages. Alors on pourrait penser que Trump chute quand même un petit peu, que du coup les démocrates en bénéficient. Pas du tout. Et l'une des raisons, c'est que justement, pour beaucoup d'Américains, quand vous leur parlez, ils vous disent, en fait, on se sent orphelin. On n'a personne pour nous aider à combattre ce qui se passe. Voilà. Donc il y a une sorte de déception là-dessus. Après, il faudra du temps. Je fais juste une chose complémentaire sur le fait que les démocrates sont extrêmement bas dans les sondages. Alors, la lueur d'espoir pour eux, c'est qu'en fait, quand vous posez des questions sur l'opinion que les gens ont du Congrès, du Parti républicain ou du Parti démocrate, depuis des décennies, l'opinion est extrêmement mauvaise. C'est en général autour de 30%, donc des fois on est un peu au-dessus, des fois on est un peu en dessous, mais en gros, les partis politiques sont désincarnés, le Congrès c'est désincarné. En revanche, quand on parle d'une élection, on a des incarnations, on a des candidats, et donc, et là mon regard se tourne vers les élections de mi-mandat. Alors, on ne va pas faire des pronostics ici, mais en fait, historiquement, ce qui se produit lors des élections de mi-mandat, c'est que le parti du président au pouvoir perd ses élections. Et là, vu ce qu'il se passe actuellement, il y a très fort à parier que le parti républicain va prendre extrêmement cher lors des élections de mi-mandat à la Chambre. Oui. Ça, c'est pour la partie optimiste pour les démocrates. Les démocrates vont très probablement récupérer la Chambre des représentants. Ils n'ont que 5 sièges de retard actuellement. En revanche, là où c'est moins réjouissant pour les démocrates, c'est que le Sénat se renouvelle par tiers tous les 2 ans. Et ce ne sont pas les mêmes tiers qui sont renouvelés tous les 2 ans. Et la composition du tiers qui va être renouvelé en 2026 n'est pas favorable aux démocrates. Donc, et là, sachant qu'il y a plus d'États républicains que démocrates et que donc c'est 2 sénateurs par État, donc on a une surreprésentation des républicains au Sénat, voilà, par rapport à la population, je veux dire. Voilà, et là, la carte qui est des sièges de sénateurs qui sont remis en jeu présente très peu d'opportunités pour les démocrates de renverser des sièges. Ils pourraient même en perdre éventuellement. Donc, Alors un élément par contre, ce qui m'inquiète un petit peu, parce qu'il y a déjà des petits signes, je ne sais pas si les élections de mi-mandat sont des élections classiques, et je pense qu'il est fort possible que Donald Trump et les républicains contestent fortement les résultats ou essayent de modifier les choses. Un petit exemple, Donald Trump là
parle de privatiser la Poste et puis de mettre sous la coupe du gouvernement, enfin, dans un des départements, la partie justement, une partie de la Poste notamment qui gère les élections par correspondance. Parce que c'est du domaine des États, mais le seul pouvoir qu'ils pourraient avoir, ça serait sur les votes par correspondance. Donc voilà, c'est des éléments comme ça qui laissent à penser qu'il est toujours quand même dans le récit. C'est le récit qu'il impose aux Républicains, qu'il a gagné en 2020. Hein. Ça, c'est le récit qui est devenu maintenant la norme chez les Républicains. C'est maintenant inscrit dans le programme des lycéens de l'Oklahoma. Ah voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, il faut pas. Je pense qu'il faut être très très attentif à ce qui va se passer à ce niveau-là. Je suis pas du tout sûr qu'on aura des élections normales. Voilà. Mais bon, on verra. Merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup, Ludivine. On va prendre peut-être trois questions. Alors, s'il vous plaît, vraiment, soyez bref, parce que comme il est déjà 20h, si on veut faire une deuxième série. Alors, maintenant, il y a là la dame, puis après vous, madame. Soyez brève, hein, s'il vous plaît. Alors, je vais essayer d'être brève. Première réflexion, je suis terrifiée, moi, personnellement, par ce qui se passe aux États-Unis et par les perspectives qui s'ouvrent. Il y a un mot qui n'a pas été prononcé, même si vous avez évoqué très brièvement quelque chose avec les chemises brunes tout à l'heure. Je trouve que ce qui est en train de se passer, c'est une tendance fascisante. Voilà, vous n'avez pas donné dans cette voie, dans votre démonstration et dans votre... Mais qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je sais par exemple que Paxson est très clair sur le sujet. Et Bolton, qui a fait une tribune dans le journal Le Monde hier, parle du chaos. La dame devant, Manon, s'il te plaît. Non, mais comme on enregistre, il faut le... Merci. Est-ce qu'il existe aux USA une possibilité d'internement d'office comme en France? Bon, ça c'est pour la plaisanterie. Ma question est beaucoup plus terre à terre. Quel est le pourcentage de « il faudrait être plus à gauche et il faudrait être moins à gauche » au sein du Parti démocrate? Merci. Une troisième peut-être? Voilà, très bien. Oui, Donald Trump a un certain âge et on se demande comment il arrive à gérer tout ce qu'il gère actuellement. Est-ce qu'il prend des drogues? Est-ce qu'il y a un risque qu'il tombe de fatigue à un moment donné? Parce que un risque ou une chance? Oui, c'est ça. Alors, l'autre question, c'est qu'il évoque un troisième mandat. Et donc, est-ce qu'il y a des possibilités légales pour ce troisième mandat? Et ensuite, on dit aussi qu'il y a cette éventualité qu'il se fasse remplacer comme Poutine par Medvedev pour un mandat et qu'il revienne après. Alors, il sera encore plus vieux. Je ne sais pas ce qu'il aura pris. Merci, on va peut-être répondre là. On fera une série après. Je sais pas qui veut... Je veux bien répondre à la dernière. Parce que d'abord, je pense pas qu'il se drogue. En tout cas, il n'a pas d'addiction type alcoolisme, tout ça, drogue a priori. Mais il faut savoir que si jamais il mourait, J.D. Vance est encore pire que lui. Donc, parce qu'en plus, il est beaucoup plus réfléchi. C'est quelqu'un qui a lu, alors qui a des idées terribles, mais qui lit beaucoup. Donc voilà. Et juste pour le troisième mandat, alors c'est effectivement illégal, c'est le 22e amendement, mais il ne peut pas non plus se présenter en tant que vice-président, parce que dans le 12e amendement, il est dit que pour se présenter comme vice-président sur un ticket, il faut être éligible comme président. Donc il ne pourrait pas non plus se présenter comme vice-président. Alors, soit il peut faire fi totalement de la Constitution, voilà. Donc là, ça serait quand même... je pense que les gens bougeraient, mais il faudra voir. Il faudra voir le contexte. Soit, il y a une chose qu'il peut faire. Alors j'aime bien le dire parce que les gens n'y pensent pas souvent, mais c'est un truc totalement délirant, mais c'est possible également. En fait, aux États-Unis, la Chambre peut déclarer n'importe qui comme président de la Chambre. C'est-à-dire qu'on peut prendre quelqu'un qui n'est pas un élu, qui est un citoyen ordinaire, privé, comme président de la Chambre. Le président de la Chambre, c'est le numéro 3. Donc ce qu'on pourrait avoir, c'est une Chambre républicaine qui nomme Donald Trump comme président, un J.D. Vance avec quelqu'un d'autre qui est élu président avec un autre vice-président. Une fois élu, J.D. Vance démissionne.
le vice-président démissionne, et dans ces cas-là, automatiquement, c'est le président de la Chambre qui devient président. Voilà. Et je vous signale aussi, pour c'est qu'on a eu quand même déjà un président non élu. Hein. Voilà, exactement. Après Nixon, il se trouvait que le vice-président avait démissionné aussi, et que donc on a eu Ford qui était président sans jamais avoir été élu. Voilà, donc mais c'était pas du tout le même contexte, mais c'est une possibilité qui me semble, enfin, c'est un peu tiré par les cheveux, mais disons que légalement, c'est la seule chose qui semble possible. Ben voilà. On apprend beaucoup, enfin, on revoit beaucoup de choses sur des trucs de constitution qu'on a pu apprendre par le passé. Hein. Avec Donald Trump, on relit des trucs qu'on avait oubliés. Hein. Mais d'ailleurs, depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, la Constitution bat des records en librairie. C'est un best-seller. Oui. Et juste une petite chose sur non, Trump. Mais ça n'est pas une blague. Hein, ça n'est pas une blague. Vous avez la Trump 28 qu'on a vu. Alors les gens disent que ça sera peut-être Eric Trump, parce qu'évidemment c'est pas marqué Donald Trump. Alors il joue aussi là-dessus. Hein, il adore jouer sur l'ambiguïté. Il pousse les limites. Voilà, puis il voit quelle est la réaction, puis il voit s'il doit revenir en arrière ou voilà. C'est toujours comme ça. Alors, sur la question, est-ce qu'on est dans une dérive fascisante ou pas, j'hésite toujours à me positionner sur ce sujet-là. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas spécialiste du fascisme. Je suis spécialiste des États-Unis et je n'estime pas être suffisamment spécialiste du fascisme pour pouvoir caractériser à cette lumière-là l'évolution que connaissent aujourd'hui les États-Unis. Parce qu'on a beaucoup de définitions possibles, de critères qui caractérisent les régimes fascistes. Pour sûr, quand on regarde les critères en question, les États-Unis d'aujourd'hui en cochent un certain nombre. Mais après, je ne les connais pas suffisamment bien pour pouvoir vous dire oui, non. En tout cas, effectivement, on a des éléments qu'on retrouve dans des régimes fascistes du passé, ça c'est clair. Ça ne sera pas la même chose, mais il y aura vraiment, il y a des éléments effectivement qu'on voit. Et il y a notamment une différence avec le premier mandat, c'est cette volonté d'expansion territoriale qu'on n'avait pas dans le premier mandat, et ça c'est une des composantes aussi. Alors il y a le côté aussi très masculin, le côté de rhétorique de la violence, l'ennemi à l'intérieur, enfin voilà, on a plusieurs éléments. Mais c'est toujours, enfin, dans le milieu universitaire, c'est toujours la grande question de savoir est-ce qu'on va utiliser le terme ou pas, mais voilà, il semble que... Mais d'ailleurs, il y a des controverses là-dessus, oui. Scientifiques. Il y avait monsieur qui une question là-dessus, non, mais je sais pas si vous dites sur les pourcentages. On avait une question aussi, alors gauche-droite. Ouais, ah oui, c'est ça. Ouais. Toujours les partis démocrates. Ça c'est oui, au sein du Parti démocrate. Non, c'est difficile à dire parce qu'en fait, c'est un parti qui est fait de sous-factions. Et donc, on n'a pas ce pourcentage-là avec certitude. Au fur et à mesure que les mois vont évoluer, on va voir quand même les tendances au sein du Parti démocrate se dessiner, mais pour le moment, c'est un peu difficile d'avoir de la clarté là-dessus, notamment tant qu'ils n'ont pas produit en interne une analyse qui est en cours actuellement. Et déjà, on verra aussi les primaires. Hein. Les primaires sont toujours intéressantes aussi. Il y a toujours des primaires pour les partis américains, donc voilà. Eh bien, on va reprendre 3. Attendez d'avoir le micro, s'il vous plaît. Alors, qui est... Ah, ben voilà, d'accord. Merci, bonsoir. Alors, à défaut de comparaison avec le fascisme, quels seraient les antécédents dans l'histoire politique des États-Unis ? On a parlé du populisme du 19e, des présidents Jackson ou McKinley, je crois. Quels seraient là les pré-trumpismes en quelque sorte ? Merci. C'est une très bonne question. Alors, il y a eu... Ah, pardon. Vous vouliez d'abord poser la question ? Rajouter, oui, je vais le noter. Puisqu'on parlait de renouvellement, il va y avoir le midterm d'ici quelques temps. Qu'est-ce qui se projette actuellement là-dessus ? Et est-ce que justement les démocrates sembleraient pouvoir peut-être s'organiser pour faire quelque chose ? Ou est-ce que certains républicains pourraient changer un tout petit peu voilà. Que pourrait apporter le midterm ? Alors,
juste sur ce qui s'est passé, enfin le proto-Trumpisme, quand il y a eu du Trumpisme avant, ou est-ce qu'il y en a eu déjà avant. Alors, on cite souvent Andrew Jackson, donc dans les années 1830, et d'ailleurs Trump est un fan d'Andrew Jackson depuis déjà bien longtemps. Il a notamment refusé, en tout cas, il n'a pas mis en place une décision de la Cour suprême concernant la déportation des Indiens. Et c'était un populiste qui avait une idée du pouvoir exécutif aussi très forte. Mais il a quand même joué le jeu démocratique, au final, dans la manière dont c'était à l'époque. La référence maintenant, c'est McKinley, effectivement, parce que McKinley était dans toute cette politique d'expansion territoriale. Et c'est notamment sous McKinley qu'il y a eu la guerre avec l'Espagne, donc l'acquisition notamment des Philippines, et aussi sur les tarifs douaniers. Donc Trump se réfère à ça. Il se réfère beaucoup aux années, effectivement, 1890, notamment avant les impôts sur le revenu, où tout l'argent, en fait, il a une vision, Donald Trump, de le monde. En fait, l'économie, c'est un jeu à somme nulle, et donc on prend les richesses parce que si on les prend pas, c'est quelqu'un d'autre qui va les prendre et on va s'appauvrir. Enfin voilà. Donc c'est toujours. D'ailleurs, son calcul sur les tarifs douaniers, c'est pas les tarifs douaniers des autres pays, c'est vraiment la balance commerciale. Donc c'est ce que j'ai, c'est vraiment comme c'est vide, c'est plein. Enfin voilà, c'est très très simple, c'est assez binaire. C'est quand même une époque, c'est la Gilded Age, c'est quand même aussi une époque qui était avec de très fortes inégalités. Et ça n'a pas marché en fait, ça n'a pas du tout marché la politique de McKinley. D'ailleurs, il est revenu dessus à la fin. Mais voilà, c'est cette idée d'une époque mythique. Maintenant, pour les antécédents populistes, il y en a eu beaucoup, mais ils sont pas arrivés au pouvoir exécutif. On a eu Mike Wallace dans les années 60. On a eu Huey Long aussi au niveau de la Louisiane, qui dirigeait la Louisiane. Mais je pense que ce qu'on voit, et alors moi ma grande théorie, mais j'ai fait un petit article là-dessus il y a pas longtemps, c'est l'idée que on peut remonter dans la période récente à la fin de la guerre froide, et notamment on a commencé à avoir un discours sur l'ennemi intérieur, notamment Pat Buchanan et aussi le président de la Chambre à l'époque dans les années 90, Newt Gingrich, qui avait toute une rhétorique sur les démocrates comme ennemis. En tout cas, il parlait d'eux en tant de traîtres, etc. Et on a vu comme ça cette évolution. La fin de la guerre froide, c'est aussi la fin d'un ennemi qui était facile, une vision binaire du monde. Et il y a un retournement intérieur. Et puis, il y a eu, c'est aussi c'est sur la question raciale et la question religieuse que les fractures existent depuis toujours aux États-Unis. Et on voit ça arriver à nouveau, et le mélange des deux d'ailleurs. Donc l'élection de Barack Obama, il y a eu beaucoup de choses on voit le Tea Party, le mouvement Tea Party, c'est un mouvement qu'on voit maintenant chez beaucoup, qui est devenu trumpiste, pour beaucoup des membres de l'époque. Donc il y a eu quand même quelque chose qui s'est fait un petit peu à bas bruit. En tout cas, il fallait regarder vraiment ce qui se passait dans certains mouvements, mais on voit que depuis les années 90 et la fin de la guerre froide, on a vu plein de choses se mettre en place qui, à mon avis, ont permis à quelqu'un comme Trump d'être élu. Voilà. Je rajouterai deux petites choses. On compare de temps en temps, on cherche des comparaisons, alors pas sur l'aspect populiste au sens où est-ce que Donald Trump d'où est-ce qu'il tire son inspiration, mais est-ce qu'on peut trouver des présidents qui ont agi comme lui auparavant, et notamment dans alors, et je pense même à un autre en fait qu'on mobilise régulièrement, c'est Roosevelt. Ah oui. En termes d'usage abusif du décret présidentiel et de l'hyperactivité. On a beaucoup parlé de Roosevelt au moment des 100 jours. Pourquoi ? Parce que Roosevelt en avait fait, lorsqu'il a été élu pendant la crise des années 30, il en avait fait un argument en disant qu'il allait faire plein de choses pendant ces 100 jours. Et Donald Trump a signé plus de décrets présidentiels que Roosevelt pendant ces 100 jours. Mais ce qu'a fait Roosevelt pendant ces 100 jours que n'a pas fait Donald Trump, c'est qu'il a construit, en fait.
Donald Trump, pendant ses 100 premiers jours, s'est attaché à détruire énormément de choses, à démanteler énormément de choses. Pendant ces 100 jours, 5 lois et pas des lois de grande ampleur ont été votées au Congrès sous Donald Trump. Sous Roosevelt, on en a eu quasiment 80, dont 15 lois majeures qui structurent encore aujourd'hui l'économie et la société aux États-Unis. Donc, et un autre élément, parce qu'on en parle souvent avec Ludivine, c'est le fait que Roosevelt, lui, avait été élu très largement. Il avait un mandat, lui. Exactement, parce que il avait été élu par la majorité de la population. Il faut faire très attention, voilà, parce que on entend souvent, et même dans les médias, on l'entend beaucoup. C'est quelque chose qui est un résumé qui est un peu faux, c'est de dire il a eu le vote populaire. Si on regarde les chiffres exacts, on est vraiment dans un pays totalement divisé. Il est légèrement en dessous de 50% au nombre de votes. Voilà, il a 1,5 point de différence avec Kamala Harris. Donc c'est très très serré en fait. Ces élections étaient très serrées. Alors évidemment, il a eu les États clés, etc. du Midwest notamment. Mais il faut pas être dans ce récit qu'il donne tout le temps. J'ai gagné très largement. J'ai un mandat du peuple. Ben non, en fait, il l'a pas. Et ça va lui poser un problème parce que pour des changements de société aussi importants, sans avoir le peuple derrière, comme l'avait Roosevelt. Ça va être compliqué. Et le miroir est intéressant parce que il se voit comme justement la fin de toute cette époque en fait. Et c'est chez beaucoup de républicains, c'est enfin on revient sur toute cet état de gauche en fait. C'est voilà qui est cet état nourricier, etc. Voilà. Peut-être 2-3 dernières questions avant de s'arrêter. Ah oui, on reviendra sur les... Bonsoir, merci beaucoup. Moi, j'avais une question sur le fait qu'on a l'impression que la Fed est la seule qui arrive aujourd'hui à résister. Comment est-ce qu'on explique ça? Est-ce qu'elle a un mandat particulièrement indépendant par rapport à d'autres institutions? Et est-ce qu'on a d'autres institutions qui pourraient prendre le relais? Oui, bonsoir, excusez-moi. Ma question est la suivante. Est-ce que la politique de Donald Trump de relance de l'extraction minière et pétrolière peut se retourner contre lui, compte tenu des problèmes environnementaux que ça génère et du déni de ce sujet par son administration? Merci. Pourquoi on n'entend pas des personnalités majeures comme Obama ou les Clinton réagir sur ce qui se passe? Il restait une question sur les midterms. Donc on en a un peu parlé quand même tout à l'heure. Donc pour résumer, tous les 2 ans, l'ensemble de la Chambre des représentants est mis en jeu. Donc ce sera 435 députés qui seront élus, réélus en 2026. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que, vu le contexte, vu les précédents historiques, il y a fort à parier que les démocrates sortiront vainqueurs. Alors, si les élections se déroulent dans des conditions à peu près normales, sortiront vainqueurs de cette élection à la Chambre. En revanche, le Congrès, c'est 2 chambres. La chambre qui a le plus de poids au Congrès, c'est le Sénat. C'est le Sénat qui confirme les juges fédéraux, par exemple. C'est le Sénat qui confirme les ministres. Et le Sénat, lui, il a aujourd'hui 53 sénateurs républicains, 47 sénateurs démocrates, et en cas d'égalité, c'est le vice-président qui vote. Donc ça veut dire qu'il faudrait que les républicains perdent 4 sièges pour que les démocrates, et que tous les démocrates votent ensemble sur tous les projets de loi, ce qui n'est pas acquis, pour qu'on ait véritablement une bascule du Sénat. Donc du côté du Sénat, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Alors rien n'est jamais impossible. Il y a une baisse de popularité de Trump, là j'ai vu très récemment, dans les milieux ruraux. C'est assez étonnant parce que c'est un vote très républicain, mais voilà, on voit alors... Là, voilà, il faudrait voir, mais bon, c'est pour le coup, si ça se produisait, ça pourrait renverser la table de manière durable, parce que quand on a des bascules comme ça qui se produisent, on l'a vu sous Reagan, ça a tendance à être durable, mais pour le moment,
On n'en est pas là. Mais s'il y a une remise en cause de toutes les aides, par exemple, Social Security, ou parce qu'en plus, il y a eu tellement de démissions ou de gens poussés à la démission qu'il risque d'y avoir des dysfonctionnements sur des gens qui ont l'habitude d'avoir des aides et qui sont républicains. Et dans les milieux ruraux notamment, il faudra voir voilà, ce que ça va donner. C'est le point alors, d'optimisme, si on veut, pour les démocrates, parce que ça sous-entend qu'il y ait de gros soucis avant ça. Je mentionnais tout à l'heure que les républicains aujourd'hui restent unis derrière Donald Trump. Mais ils restent unis malgré les mesures qui ont été prises, sachant que, à ce jour, beaucoup de mesures qui ont été prises n'ont pas encore produit tous leurs effets. C'est-à-dire que si vous êtes fonctionnaire fédéral, que vous avez été viré, que vous n'avez plus d'emploi, c'est très réel pour vous. Mais il y a 350 millions d'habitants aux États-Unis, il y a 3 millions de fonctionnaires fédéraux. Donc la probabilité pour que vous ayez été touché directement est faible. En revanche, avec la casse qui se produit aujourd'hui, entre les licenciements, les incitations au départ, les coupes, les droits de douane, les coupes dans les programmes de recherche, dans les financements fédéraux, ça aura des effets concrets pour les gens. Et lorsque ces effets vont se manifester, alors combien de temps ça prendra? Il y a une certaine inertie, mais lorsque ces effets vont se manifester, il est possible qu'une partie de l'électorat de Donald Trump se retourne. Surtout que le récit actuel de Donald Trump, c'est de dire, il l'a dit très clairement encore dimanche, pour l'économie, tout ce qui va pas, c'est de la faute de Biden, et tout ce qui va bien, c'est grâce à moi. Donc ça ne tiendra pas très très longtemps quand même. Voilà, dans quelques mois, ça ne marchera plus. Alors on a la question sur la Fed. Là-dessus, c'est presque beauté en touche, mais en fait, la Fed, c'est Powell aujourd'hui, et la Fed résiste parce que Monsieur Powell a décidé de résister. Mais il y a aussi le fait que politiser la Fed, c'est un risque économique. Et là, pour le coup, non seulement la bourse chuterait, mais en plus, et c'est ce qui s'est passé, c'est là où Trump a un peu reculé, c'est tout ce qui sont les bons du Trésor, donc la dette. Et le gros problème des États-Unis, c'est quand même la dette, y compris d'ailleurs avec la Chine. Enfin voilà, donc toucher à la Fed, je pense que si Trump avait pu, il l'aurait fait. Mais là, c'était les conséquences dans la confiance et dans la crédibilité des États-Unis étaient tellement énorme que c'était pas possible. Il y a quand même le mur du réel aussi, il se crache un peu sur le mur du réel parfois quand même. Et c'est ce qui permet de rebondir sur la deuxième partie de la question, qui est de dire, est-ce que d'autres instances... Le problème, c'est que du côté de Powell, il y a l'argument économique à mettre en face. Pour tout ce qui est le domaine, les arts et la culture, par exemple... Mais il y a des résistances qui se passent à l'intérieur, mais dont on n'entend pas toujours parler. Il y a des whistleblowers, il y a des gens... Enfin, il y a une forme de résistance à l'intérieur, mais de fonctionnaires qui voilà, il y a des recours qui sont... Mais ça va demander beaucoup de temps. Il y en a qui prennent aussi des données qui sont effacées, qui les prennent, qui essayent de les récupérer. Enfin, il y a plein de choses qui se passent qu'on ne voit pas forcément, qui sont à bas bruit, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas une résistance. C'est très difficile de faire une résistance publique quand vous risquez d'être menacé, en fait. C'est vraiment le problème. Et vous êtes menacé à plein de niveaux dans votre carrière, mais aussi dans votre sécurité. Donc c'est ça qui est, je pense, pas mesuré. C'est vraiment la peur qu'ont les gens, quoi. Et vous le voyez même à la frontière maintenant par rapport aux douaniers, par rapport, il y a une vraie peur. Donc sur l'extraction minière, tu veux... Oui, je peux prendre. La question... Alors, ce sont des sujets qui peuvent avoir un impact sur l'opinion sur un niveau local. C'est-à-dire que si vous avez un projet qui se lance à côté de chez vous et que vous avez des conséquences locales, vous aurez peut-être un renversement de l'opinion locale. Au niveau fédéral, je n'y crois pas. En revanche, ce qu'on avait vu lors du mandat Trump précédent sur la relance, c'était drill, baby, drill. Il avait relancé, il avait assoupli les possibilités pour les industriels de relancer notamment les forages pétroliers.
Sauf que sur le plan économique, ça n'était pas suffisamment rentable. Et donc, in fine, il y avait eu très peu de dépôts de licences supplémentaires. C'est exactement ça. Voilà. Donc, finalement, la question ne se posera peut-être pas sous cet angle-là, parce que ça ne sera peut-être pas rentable sur le plan économique. Et avec le prix du baril actuellement, c'est une forte possibilité. Les lois qui ont été passées par Biden aussi ont beaucoup... il y a eu beaucoup d'investissements dans les États républicains, et donc c'est aussi très compliqué. Et je pense que pour une partie, de toute façon, en tout cas des personnes MAGA qui votent vraiment Donald Trump, là, on est dans vraiment le récit totalement fantasmé, le refus de voir le réel. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu le film Don't Look Up, qui montre que voilà, les gens sont capables de ne pas voir les choses. Moi, je me souviens qu'au moment du Covid, le Covid a été très, très politisé aux États-Unis, et des gens qui, sur leur lit de mort à l'hôpital, disaient non, je n'ai pas le Covid. Ils sont morts du Covid en pensant qu'ils n'avaient pas le Covid. Donc, quand vous en êtes là, le changement climatique, qui semble très abstrait, ça parle pas, même si une majorité d'Américains croient au changement climatique quand même, il faut pas l'oublier. C'est vraiment dans cette mouvance très extrême des républicains MAGA, en fait. Et on avait la question... Il y a des choses aussi, j'ai oublié, au niveau des États. Beaucoup de choses se passent au niveau des États, comme tu le disais tout à l'heure, et notamment au niveau du changement climatique. Il y a des politiques d'État qui sont très importantes. Y compris des politiques concernant les énergies renouvelables au Texas. Tout à fait. Tout à fait. Pas l'État... le plus démocrate. Voilà. Voilà. Et donc on avait une question sur pourquoi est-ce qu'on n'entend pas Obama et Clinton. Obama a parlé il n'y a pas longtemps. Oui, il a fait une déclaration, un discours. Voilà. Oui. Mais, alors, ils sont un petit peu... Clinton, en plus, sa femme avait quand même perdu les élections précédentes. Et je pense qu'il y a quand même l'idée d'un besoin de renouvellement. Et je ne pense pas que ça soit... que de toute façon, ça change grand-chose, à vrai dire. Même pareil, quand Biden parle, là, il a parlé encore il n'y a pas longtemps, ça a vraiment très peu d'effet, en fait. Ce qu'il faut, c'est du passé, en fait. Et je pense que là, maintenant, ça ne changerait pas grand-chose. Voilà, je pense. Je ne sais pas ce que tu en... Non, après, quand on est... Alors, c'est marrant, parce que vous pensiez à qui quand vous avez dit Clinton ? Ouais. Hillary. Moi, j'ai pensé Hillary, en fait. Moi, j'ai pensé Bill, mais... On n'entend ni l'un ni l'autre. J'ai pensé les deux, en fait. J'ai pensé les deux. Ouais. Non, mais j'ai pensé les deux. Mais voilà, elle a quand même perdu les élections, quoi. Tout à fait. Et qu'a dit la substance de l'intervention d'Obama, c'était un peu... J'ai zappé ça. En fait, c'était... il y avait une dénonciation. Il n'a pas attaqué de manière... très frontal. Il n'a pas nommé, je ne crois même pas qu'il a nommé Donald Trump, mais il a effectivement exprimé plus que son désaccord, remis en question quand même, essayer de parler de ce qui se passait en termes de droits notamment. Il a parlé de choses comme ça. Mais il n'y a pas eu il n'a pas fait un discours tellement marquant. Je dirais que d'autres personnes comme Cory Booker ou Ocasio-Cortez en ce moment ont plus d'impact médiatique, parce que c'est là où ça marche, en fait. C'est qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qui va en ressortir. Et je pense que les politiciens d'avant Trump sont aussi dans quelque chose qui est très classique dans le discours, qui accroche pas forcément une population qui est assez radicalisée en plus, des deux côtés d'ailleurs. Non, je pense qu'en tant qu'ancien président, on s'attendrait à ce que des démocrates prennent la parole pour signifier qu'il y a un problème dans la manière dont les choses se passent dans le pays. Après, en termes d'impact, effectivement, je partage ton analyse sur le fait que... Il y a un rejet des élites tellement important de tout ce qui était... vraiment... Oui, et puis tu parlais de changement tout à l'heure. Il y a une attente de nouvelles têtes et d'un discours qui ne soit pas le discours qu'on a entendu de la part des démocrates ces dernières années. En parlant de changement, justement, Ocasio-Cortez peut l'incarner grâce à Bernie Sanders.
Donc on va finir sur cette note d'optimisme en citant Sanders et Ocasio-Cortez. Merci beaucoup Ludivine, merci beaucoup Jérôme.